fait au sein d'Interaction Healthcare. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais un travail de recherche en partenariat avec l'université Paris-Descartes. Et ça fait 2 ans maintenant que je suis chez Interaction Healthcare. Donc en fait, j'ai 2 rôles. Tout d'abord, c'est étudier un peu les contraintes de diffusion de nos innovations. Donc là, c'est les outils de simulation numérique. Et comprendre l'impact chez l'usager final, donc soit les étudiants et les professionnels de santé en ce qui concerne les outils de simulation numérique, les consultations virtuelles. Donc pour ça, je l'avais déjà expliqué l'année dernière. Donc en fait, je me mets dans plein de projets. Je les étudie de la création à la réception par des observations participantes et des entretiens semi-directifs, qui est la méthodologie principale en anthropologie. Sachant que le rôle d'un anthropologue, ça marche mieux, c'est d'analyser des situations en plein changement. Donc c'est le cas en ce moment. Donc je me mets au sein d'Interaction Healthcare. Je suis dans plusieurs projets, donc aussi bien Patient Genesis que Medicactive, des formations pour les laboratoires, donc en groupe, comme on a parlé tout à l'heure, pour des consultations d'urgence ou plus pour des consultations pour des prises en charge, accompagnement de maladies chroniques. Donc par l'analyse, en fait, je vais me balader dans ces projets, je vais essayer d'apporter mon expertise comme je peux. Et à la fin, en fait, je vais faire une grosse base de données comparative d'analyse de tous ces projets. Donc j'ai essayé de comprendre en fait la diffusion, l'impact que pourrait avoir la création de cas cliniques, comparé à la résolution de cas cliniques, quelles seraient les différences entre une formation initiale et continue, les différences entre les formations collectives et individuelles, et aussi les différences entre les soins d'urgence comme en anesthésie-réanimation ou en cabinet pour la prise en charge de maladies chroniques comme le diabète, c'est plus un accompagnement sur le long terme. Donc en fait, toujours pareil, je vais essayer de comprendre les contraintes pour la diffusion, pour en réfléchir en interne, pour essayer de trouver des nouveaux leviers d'action, essayer de contourner quand il y a eu des problèmes, des bugs, essayer de trouver des nouvelles solutions et des nouvelles idées pour de nouvelles applications. Ensuite, je voudrais essayer de comprendre surtout l'impact que peut avoir l'apprentissage, les outils dans l'apprentissage des professionnels de santé. Donc je suis allée voir un peu dans la littérature pour comprendre un peu tout ce qui se disait quant à l'efficacité de la simulation numérique. Alors déjà, il faut savoir c'est qu'il y a énormément de publications, chacun dit un peu tout et n'importe quoi. N'empêche que la majorité des études quand même trouvent qu'il y a un avantage dans la simulation par rapport à une formation virtuelle. Pourquoi ? Parce que ça peut diminuer le temps de formation, ça peut améliorer la réflexion et la résolution de problèmes, et ça peut améliorer la rétention mnésique. Il y a aussi des études qui montrent que les résultats entre une formation traditionnelle et une formation par simulation, finalement, sont assez comparables. Donc on a un peu de mal à trancher entre tout ça, n'empêche que ce qu'il faut quand même bien retenir, c'est qu'à chaque fois qu'on remarque que finalement une formation traditionnelle et une formation par simulation, les résultats sont plus ou moins comparables, il n'y a jamais de discrédit de la simulation numérique, il n'y a jamais de résultats négatifs, soit c'est comparable mais c'est jamais en dessous. Et surtout, il y a toujours un consensus, et ça c'est extrêmement important, c'est que ça améliore l'estime de soi, il y a toujours un entrain à l'amusement de vouloir apprendre par ces outils-là. Et on sait très bien, même si la différence est minime, que quand on est amusé et qu'on est motivé à apprendre, on apprend mieux, même s'il n'y a pas un écart significatif. Voilà. Donc tout ça, c'est pour des études quantitatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des études quantitatives, Donc il faut une cohorte énorme de patients, c'est très compliqué à mettre en place, et puis on ne peut pas vraiment savoir ce qui serait passé sans les outils de simulation, peut-être que l'apprenant il aurait aussi bien appris. Donc quoi qu'il en soit, pour pouvoir quand même bien comprendre la qualité d'une formation et comprendre si elle est efficace, bien sûr il faut faire des études quantitatives d'efficacité, bien sûr, mais il faut aussi regarder comment ça se passe au sein de la formation, comment est le formateur, quelles sont les instructions qu'il donne aux apprenants, comment les apprenants s'entraînent entre eux, etc. Et ça va être mon rôle en tant qu'anthropologue, justement à la différence d'études très quantitatives. Je voulais conclure sur tout ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que depuis le début du XXe siècle, il y a énormément d'études sur l'apprentissage pour essayer de comprendre quels peuvent être les facteurs qui vont stimuler l'apprentissage. Et il se trouve que la simulation numérique, elle les a tous. Elle est proche de la réalité clinique et elle fait appel à différents ressorts de la mémorisation. Elle stimule l'ouïe, la vue, etc. Donc déjà ça, Edgar Dale l'avait déjà dit par son code d'apprentissage, bien connu. Déjà, de toute façon, ça stimule l'apprentissage. Ensuite, il y a le fait d'être par essai-erreur. Finalement, c'est comme dans la pratique médicale. Donc déjà, on est comme dans l'approche de la réalité clinique. Mais en plus, l'apprenant, il va arriver sur son iPad, il va examiner le dossier médical, il va aller regarder des annexes, il va écouter, il va poser des questions à son patient. Et finalement, il va lui proposer un examen, il va voir le résultat. Et c'est ça, cette démarche par essai-erreur, ça, elle est extrêmement importante pour apprendre et pour retenir. Ça, c'est pour consolider l'information mnésique. C'est la meilleure des solutions, c'est de comprendre de ses erreurs et des conséquences de ses actes. Un peu comme dans la vraie vie, sauf que là, justement, on ne tue pas le patient parce que c'est en avatar. Ensuite, le fait d'être en exploration libre dans l'interface, ça, c'était montré pareil par énormément de psychologues et d'éducateurs,
que de toutes les façons, le fait d'être libre, en immersion totale dans la plateforme, avant d'avoir des résultats ou avant de pouvoir échanger, ça apporte aussi un avantage. Ensuite, dans les cas des formations continues, quand ils peuvent échanger entre pairs à la suite, comme le disait Caroline Allemand et d'autres, ça favorise énormément l'apprentissage, en fait. Ils vont pouvoir discuter de leurs pratiques, discuter de leurs échanges, et c'est un peu toujours dans une même logique d'essai-erreur. Ils vont réfléchir à ce qu'ils ont fait, ils vont comparer à la pratique du voisin, et ça, ils vont mieux retenir. Et ensuite, je l'avais déjà dit, mais caractère ludique de l'outil de la formation, ça stimule la mémorisation, ça stimule l'apprentissage, donc finalement, ça permet quand même d'apprendre. Donc, si les études sont peut-être un peu contradictoires, déjà, il n'y a pas de résultat négatif. En plus, on sait que la simulation stimule absolument tous les ressorts de la mémorisation. Donc, tout ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la simulation permet un apprentissage actif et non passif, comme ça l'était avant. Donc, on est en plein changement. Je voudrais vous montrer juste une petite vidéo qui illustre bien justement ce propos. Donc, par rapport à des soins d'urgence, c'est un reportage qui est passé sur M6 il y a 10 jours à peu près. Avez-vous pris un médicament contre les céphalées? Oui, du paracétamol à 9h30. Dans cette université parisienne, cet étudiant en médecine essaie de diagnostiquer un patient. Quelque chose qui ressemble à une énergie. Pour arriver à cette conclusion, il doit lui faire passer toute une batterie de tests. En fait, il choisit à chaque fois ce qu'il veut faire. Donc, il y a des choses qui sont bien à faire pour ce patient, donc qui est tombé, et d'autres choses qui ne sont pas nécessaires. Et donc, au fur et à mesure, il va gagner ou perdre des points. L'objectif, permettre aux étudiants de s'entraîner en prenant des décisions virtuelles. Quand l'écran de fin arrive parce qu'on a oublié quelque chose de très important, ça fait un choc quand même de se dire « Ah quand même, ça aurait été vrai, j'aurais pu tuer quelqu'un ». Encore en phase d'essai, ce jeu vidéo fera partie du programme de l'université dès la rentrée prochaine. Voilà, j'espère qu'il va s'entraîner encore un peu, monsieur. Donc c'était justement, j'aimais bien cette réflexion de l'étudiant, justement. Voilà, c'est ça l'apprentissage par essai-erreur, c'est ça un apprentissage actif. Et ça lui fait un choc, et donc il ne reproduira pas l'erreur quand il sera face à son patient. Donc c'est pour ça que... Ouais. C'est une bonne illustration, effectivement. Merci beaucoup. Merci Caroline Pietri.